Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avertissement. Pourquoi choisir de publier dans notre collection Le parti pris du cinéma, un auteur qui exerce sa vigueur critique et sa vivacité d'esprit contre le cinéma? Oui, pas seulement contre un certain cinéma mais contre l'essence même du cinéma. Parce qu'il est salutaire et stimulant de soupçonner toujours à nouveau le rapport entre l'art et le juste régime politique de la cité. Et particulièrement le cinéma, nous explique Patricia Yves, en tant qu'il est l'aboutissement historique des perfectionnements de la capacité mimétique de l'art. Si Aristote, pensons-nous, ne pourrait que louer cet accomplissement, lui qui range déjà la tragédie au-dessus de l'épopée, en platonicienne cinéphile, Patricia Yves veut, nous semble-t-il, nous amener à défendre le cinéma, défense qu'il nous faut produire elle aussi toujours à nouveau, parallèlement à nos œuvres et à nos analyses, au risque de voir la poésie cinématographique exilée, de fait, c'est-à-dire engloutie par la marchandise ou de droit, en tant que force conservatrice d'un ordre ini. Claire Mercier. Introduction, le cinéma, un ART évident. Mais qu'est-ce donc que le cinéma? Les définitions savantes ou profanes sont tellement immédiates qu'elles semblent rendre la question stupide. Une de ces questions qu'on ne pose pas parce qu'elle ne se pose pas. Le cinéma, c'est des images en mouvement, le cinéma, c'est des histoires qu'on nous raconte de la manière la plus convaincante qui soit, en nous les faisant voir. Vaut donc pour le cinéma ce qui vaut pour la télévision mais aussi dans la vie. La vue est par excellence le sens évident, le sens de l'évidence. Voir, c'est croire puisque justement la preuve quotidienne du réel, croyons-nous, c'est que nous le voyons. Le privilège de ce qui est vu semble être de ne pouvoir être récusé. On peut se tromper sur ce qu'on entend, mal interpréter le son ou le sens. On peut se tromper sur ce que l'on perçoit par le toucher ou par le goût. Les tests en aveugle justement montrent régulièrement que l'on peut prendre du poisson pour de la viande, un légume pour un fruit, de la peau pour de la soie, du froid pour du chaud, etc. L'odorat, l'ouïe, le toucher semble relatif au contexte, à la personne, à son état, à sa disponibilité, à son humeur. Mais la vue est le sens qui atteste du réel comme si dans le même temps nous était donné la chose et son sens. Par l'image, on me donne à la fois à croire et à comprendre. À croire parce que immédiatement je comprends ce qui se présente à moi. La vue est un sens qui fait sens. Un sens immédiatement objectif en quelque sorte. D'où, bien entendu, la tendance à croire tout ce que l'on voit parce qu'en même temps qu'on est témoin de quelque chose, on sait ce qu'est cette chose comme si le réel extérieur se disait tel qu'en lui-même dans l'image que nous en avons. C'est le sens le plus intelligible, voire le plus intelligent, je vois, je sais. L'image est concept, et le concept ne se comprend souvent que par l'intermédiaire de ce qui fait image. Tu vois? Voudra toujours dire tu comprends, même pour les aveugles, même quand il s'agit de voir quelque chose qu'en fait on entend ou perçoit par le goût ou le toucher. Sans m'arrêter sur les erreurs de la vision, toujours penser comme ce qui n'a pas été bien vu plutôt que ce que je n'aurais pas compris, sans m'attarder sur le fait que ce privilège exorbitant de la vision sur les autres sens vient sans doute du fait que nous sommes d'abord pour nous-mêmes quelque chose qui se donne à être par l'image que nous acquérons de notre corps entre la première et la seconde année de notre existence. Le stade du miroir sur lequel s'est longuement arrêté Lacan, j'aimerais essayer introduire un coin entre le visible et le sensible pour expliquer comment ce qui se dit trop vite, à seulement se voir, risque de ne tout simplement rien dire pour seulement rabâcher des lieux communs, des ombres de langage. Cela est vrai du discours de tous les jours qui tend à fonctionner par clichés et langue de bois, enfermant les locuteurs dans le réseau serré des connivences polies et rassurantes en lieu et place de pensée. Cela me semble tout aussi vrai du cinéma qui tend presque inlassablement, parce qu'il est un art du visible, à s'enfermer dans la complaisance de ce que l'on cherche pour sa propre tranquillité psychique à maintenir évident. À la différence de l'art photographique qui transfigure la réalité quotidienne, faute de quoi il a si peu d'intérêt qu'il n'est tout simplement pas un art mais une pratique de connivence sociale, ce que Bourdieu appelait un art moyen. Il n'y a de photos réussies que de photos dérangeantes quand bien même le sujet n'en est nullement choquant. Le cinéma est toujours susceptible de n'être qu'une distraction, un divertissement au sens pascalien du terme, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet certes oublier nos soucis mais pour mieux rêver un monde conforme aux plis idéologiques de l'époque.
Un monde prépensé que nous n'aurions plus pour notre plus grand confort intellectuel qu'à ingérer comme tel, tout préparé, ficelé, packagé, en nous dispensant de l'effort de tenter de le faire nôtre. Bref, le monde des autres, des grands, des riches, des puissants, des stars, simplement projeté dans la lanterne magique qui nous sert le plus souvent de cervelle. Le véritable écran n'est alors pas tant la surface blanche en face de nous sur laquelle est projetée l'image, que notre esprit lui-même. Par le biais d'images d'autant plus évidentes qu'elles sont consensuelles, admises par le plus grand nombre, l'idéologie dominante projette tranquillement en nous qui souhaitons surtout ne pas faire d'efforts, les stéréotypes sociaux, culturels, politiques, économiques qui permettent à la classe dominante de maintenir son pouvoir politique et financier avec son hégémonie culturelle. Ces valeurs deviennent les nôtres, ces héros sont les nôtres, ces ennemis sont les nôtres, ces rengaines, ces poncifs sont les nôtres, etc. Et ce d'autant plus peut-être que la vie nous fatigue et nous frustre de toute véritable satisfaction personnelle, individuelle ou sociale, et que le repos, justement, nous paraît la moindre des choses, c'est-à-dire peut-être la seule à laquelle nous pouvons encore espérer aspirer au moins par petites plages horaires d'1 heure ou 2. Nous présentant la vie des autres, socialement autre, comme évidente, il nous permet de nous reposer de la nôtre. Il nous en distrait. Le flux des images par la magie du visible, toujours autre, extérieur et intime à la fois, devient ce que nous devons pour notre repos prendre pour acquis. En cela, le cinéma tend à être un art de l'évidence au sens péjoratif du terme, un art du cliché, de la manipulation mentale, de la propagande. Mais avant de revenir au cinéma pour essayer d'en dégager la spécificité à partir d'exemples de films, et voir qu'il peut bien entendu ne pas se limiter à cela, mais dans quelle mesure et dans quelles conditions, il nous semble important pour mieux comprendre cette osmose entre l'image externe et l'image interne qui consciemment ou non nous capte en même temps Q'. Elle nous captive de sortir du champ cinématographique pour nous référer à 2 autres genres artistiques. La peinture et le roman qui, à une époque de leur histoire, ont pu se draper des oripeaux de la réalité, du réalisme pour assurer leurs prérogatives dans le champ artistique. Première partie, l'art et les théories de l'imitation, de la nature. La peinture réaliste. Chacun peut être, selon son âge ou sa culture, séduit, étonné ou choqué à la vue de tableaux n'appartenant pas à la tradition de la peinture réaliste. Tableaux du Moyen-Âge par exemple, sans perspective, où la taille des personnages ne dépend pas de leur distance au regard du peintre mais de leur importance sociale et symbolique, ou tableaux modernes, cubisme, peinture abstraite, où le réel n'est pas présenté comme il est vu ordinairement mais réinterprété dans un langage pictural qui le décompose, le recompose ou même évacue au profit de formes géométriques. On peut penser à Mondrian, Kandinsky ou Poliakov par exemple, ou d'un autre monde imaginé, halluciné, pour porter une vision plus personnelle d'un objet, d'une personne, d'un événement, Chirico, Chagall, Edvard Munch mais aussi Matisse ou bien d'autres. Le peintre récuse alors l'objectivité pour donner à voir une réalité mentale et affective, ou pour déstructurer les représentations habituelles. Que les sémanthèmes soient d'abord matériels, couleurs, formes, et conceptuels plutôt que figuratifs ne signifie évidemment pas que l'intention du peintre ait été de ne rien dire, au contraire. Un tableau comme Guernica de Picasso dénonce sans doute bien plus qu'une fresque réaliste l'horreur de la guerre d'Espagne. Pourtant, la vision portée par le tableau coïncide si peu avec la vision habituelle que certains peuvent n'y voir que de l'insensé, des gribouillis, du n'importe quoi, c'est-à-dire en être tellement dérangés qu'il n'y a plus pour eux moyen de s'y reconnaître, ni eux-mêmes ni le monde, cela va de pair. Il s'agit là de formes artistiques qui ne redoublent pas le réel dans une vision en miroir, mais tentent au contraire d'échapper à la duplicité du reflet, pour réintroduire la perspective du sujet pensant, regardant, éprouvant. Le nu descendant l'escalier, exposé au Philadelphia Museum of Art, peint par Marcel Duchamp en 1912 et qui marque le début de l'art moderne aux États-Unis, n'est pas naturaliste, il ne représente pas l'anatomie d'un corps humain, mais philosophique. La représentation du corps devient en quelque sorte machinique. La couleur n'est pas celle de la chair, mais un dégradé de brun évoquant des nuances de bois. La forme humaine est rendue par des prismes juxtaposés, décomposant un mouvement de descente d'escalier qui débute en haut à gauche pour se finir dans le coin en bas à droite de la toile. On ne reconnaît aucun modèle réel, existant dans la réalité. On ne peut pas même savoir vraiment s'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Il s'agit d'un nu asexué, ou en tout cas dont la sexuation n'est pas signifiante. Aucun environnement, aucune profondeur, aucun aménagement de plan ne nous permettent de situer la scène. À peine l'escalier nous est-il donné à voir. Il est davantage donné à penser dans le titre du tableau, et à imaginer du fait de la position des corps qu'à reconnaître. Nous sommes là dans une réalité décomposée en plans statiques irréalistes, qui projettent sur la toile non un reflet du monde, mais une sorte de désarticulation de la vision stable et instantanée de celui-ci. Figure sur la toile non pas un modèle, on sort complètement de la représentation classique et codifiée du nu qui prend une pose, mais une appréhension du mouvement du corps qui conjoint sur l'espace-plan une représentation de l'espace et du temps. Nous est présenté non un objet du monde mais une représentation de celui-ci, une pensée avec toute la résonance émotive de ce terme. Entre la réalité extérieure et ce que l'on voit réapparaît le sujet qui regarde, ressent, décompose, recompose le mouvement, anticipe l'étape ultérieure du corps et se souvient de la précédente. À aucun moment Duchamp n'a pu voir ce qu'il peint. Ce qu'il naturalise en le représentant passe notamment par ce qu'il sait de la technique cinématographique qui reconstitue le mouvement en faisant défiler des plans fixes. L'éclair de génie du peintre a consisté à représenter la succession par la simultanéité. L'escalier est un artifice qui permet de donner sens à ce qui n'existera jamais, un corps occupant simultanément différentes positions dans l'espace. Et de cet artifice naît une grâce, comme si le peintre réinventait la vie elle-même à partir de la matière bois plutôt que de la chair. A contrario, la peinture classique semble pour beaucoup encore aujourd'hui l'essence même de la peinture, la vraie peinture. On y reconnaît les gens, on y reconnaît les décors. On s'y retrouve comme dans un univers qui, à défaut d'être toujours connu, n'est pourtant pas complètement étranger quelle que soit la distance historique, sociale ou spatiale qui nous sépare de l'événement, de la personne ou de l'objet représenté. Cela est sur la toile parce que cela a été un jour quelque part, ou aurait pu être dans la réalité. Comme le cinéma depuis Griffith, la peinture réaliste semble dire le vrai sur le vrai, le réel tel qu'en lui-même, n'y ajoutant éventuellement que le talent, le génie particulier du peintre. Rubens peint avec une sensualité toute particulière la chair de femme plantureuse, Watteau a une délicatesse admirable quand il s'agit de saisir la galanterie des mœurs aristocratiques de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, etc. Même si l'utilisation systématique des lois de la perspective en peinture a surtout marqué l'histoire de la peinture européenne entre le XVIe et le XIXe siècle, le destin mimétique de l'art occidental a certainement prévalu depuis l'Antiquité grecque. Pour ne s'en tenir qu'au domaine pictural, le portrait, le paysage ou la nature morte y sont non seulement figuratifs mais semblent avoir pour principale ambition de reproduire le plus fidèlement possible le réel tel qu'il apparaît au sujet qui regarde. Comme si leur qualité artistique même résidait dans la plus ou moins grande proximité du modèle tridimensionnel et de sa reproduction bidimensionnelle sur la toile. Pourtant, il est facile de voir les limites de cet idéal mimétique. Les tableaux des peintres du dimanche peuvent être parfaitement ressemblants sans pour autant présenter le moindre intérêt artistique. Tout au plus mettent-ils en œuvre une habileté technique qui les rapproche davantage de l'œuvre de l'artisan que de celle de l'artiste. À l'inverse, quel qu'ait été leur credo réaliste, il est clair que les œuvres d'art appartenant à ce genre mimétique ne tiennent pas leur qualité de ce talent de copiste. Léonard de Vinci, dans son traité de peinture, donnait à l'artiste le conseil de faire des peintures semblables à des miroirs, y compris en s'aidant de miroirs réels pour ce faire. On aimerait trouver les miroirs magiques dans lesquels ont pu un jour se refléter les portraits de Mona Lisa, la Joconde, ou celui de Sainte Anne, la Vierge à l'Enfant et Sainte Anne, qui semblent davantage peindre l'âme des modèles voire de l'artiste que la seule forme de deux visages féminins. Sans même parler des décors surnaturels en arrière-fond des deux tableaux baignés dans une lumière onirique. À défaut de résister à l'analyse, la théorie de l'œuvre d'art comme miroir du réel dit bien quelque chose de la position subjective de l'auteur de l'œuvre, qui entend coïncider avec le regard supposé universel et absolu de quiconque aborde le monde dans la réalité, d'un point de vue monofocal cherchant à mettre en parfaite cohérence le monde et le sujet qui le perçoit.
Nous sommes là en pleine période de subjectivation de la représentation du monde, quand l'homme prétend à l'instar de Dieu, se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est le sujet du cogito qui s'annonce là, un sujet qui mesure en quelque sorte sa puissance créatrice d'un univers technique à l'aune de son omniscience. Appliquant son esprit à connaître le monde avec méthode, il peut si bien en appréhender les tenants et les aboutissants qu'il pourra devenir démiurge d'un monde augmenté de ses productions. Pour Vinci comme plus tard pour Descartes, le monde est assimilable à une mécanique. Vinci était aussi ingénieur, simple dans ses principes, démontrable, démontable. En y appliquant soigneusement son esprit, ses miroirs, on peut le représenter voire le compléter. Théoriquement du moins, l'univers est sans mystère, transparent, évident. Il est d'ailleurs amusant de constater comment la peinture de Vinci dément cette appréhension simpliste par le trouble non seulement que suscitent ses tableaux, mais par le trouble essentiel produit par le traitement des couleurs et des lumières. Une espèce d'effet de halo, de léger brouillard qui rend le modèle insondable. Faites ce que je dis mais non ce que je fais. Comme lors de l'appréhension de sa propre image en miroir, un glissement naturel semble se faire entre le sujet qui regarde et la chose regardée, de telle sorte que voir revient à prendre possession du monde extérieur de manière univoque, comme si le monde et les réactions qu'il provoque pouvaient être objectifs. Une fois encore, comme si le monde par le regard était donné dans sa vérité même, ce qui est vu est supposé faire immédiatement sens et cette immédiateté assure la parfaite coïncidence du regard du peintre et de celui qui regarde ses œuvres. Au-delà de leur particularité, ils sont le même homme essentiel, universel, le seul, l'homme tout humain, le sujet abstrait du cogito cartésien. On est loin là du nu descendant l'escalier de Duchamp qui au contraire décompose spatialement une séquence temporelle et reproduit sur un même plan, pour rendre compte d'une dynamique du mouvement, des étapes qui ne peuvent pas dans la vie se fondre dans l'unité aperceptive d'un seul instant. Comme si le peintre devenait en lui-même multiple comme la forme qu'il représente, une succession de moments fondus en un regard. Avec Duchamp, l'artiste n'est pas et ne peut pas être sujet du monde, celui-ci est devenu trop complexe. Son travail subjectif consiste à y introduire ponctuellement une cohérence, une élégance purement formelle. Il ne cherche pas à faire passer l'apparence qu'il donne au modèle, pour le modèle lui-même. Il se pose en sujet de sa représentation et de ce fait y introduit son désir, cette motion qui donne vie à ce qu'il voit par-delà son objectivité, pulvérisant du même coup l'idée d'un sujet unique du monde et de sa représentation. Sujet au monde et non du monde, il y affirme sa place en se jouant en quelque sorte des seules apparences. Paradoxalement, les théories du réalisme en matière d'art apparues en France entre 1848 et la fin du XIXe siècle, et dont le chef de file en peinture est le peintre Gustave Courbet, contribuent à remettre en question théoriquement et historiquement cette prétention de l'art à reproduire le réel. Introduisant dans sa peinture des thèmes que l'art classique récusait comme étrangers à son monde, par exemple des sujets triviaux et de simples paysans dans l'enterrement à Ornans, il montre bien que le monde des uns n'est pas et ne sera jamais le monde des autres ni en art ni ailleurs. Le réalisme en littérature. Un très bel exemple de cette problématique commune du réalisme en littérature et en peinture est représenté par un texte d'Émile Zola dans Le Ventre de Paris, publié en 1873, où le peintre Claude Lantier explique comment il a chamboulé l'étalage de la charcuterie de sa tante Lisa Quenu pour faire une nature morte qu'il considère comme son chef-d'œuvre. Naturellement, la crépine, les saucisses, les andouilles, les pieds de cochon panés me donnaient des grilles d'une grande finesse. Les langues rouges s'allongeaient avec des gourmandises de flammes, et les boudins noirs dans le champ clair des saucisses mettaient les ténèbres d'une indigestion formidable. J'avais peint la gloutonnerie du réveillon, l'heure de minuit donnée à la mangeaille, la goinfrerie des estomacs vidés par les cantiques. Claude Lantier est d'habitude toujours insatisfait de son travail. Un tableau réussi serait pour lui un tableau qui parviendrait, transposant le réel sur la toile, à l'exprimer dans sa vérité. Le peintre représente la problématique de Zola lui-même dans ce roman grandiose comme dans toute son œuvre. Faire se rejoindre la représentation et son objet, révéler en même temps le réel et sa signification. Car c'est bien le sens des choses qui est supposé coïncider avec le projet de représentation du réel. Pour expliquer la réaction de sa tante Quenu,
l'entier évoque non le chambardement de la devanture mais l'effet de signification induit. La dinde surtout lui parut si indécente qu'elle me flanqua à la porte, pendant qu'Auguste rétablissait les choses étalant sa bêtise. Jamais ces brutes ne comprendront le langage d'une tache rouge mise à côté d'une tache grise. Stendhal, entre autres, précisera cette même idée dans Le Rouge et le Noir, en donnant une définition du roman qui articule la temporalité du récit à la conception mimétique de l'art que nous avons vu opérer dans la peinture occidentale et qui fut théorisée par Léonard de Vinci. Selon Stendhal, un roman, c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. La métaphore du chemin lui permet d'intégrer la double dimension diachronique du récit et du temps nécessaire à sa lecture. La notion de similitude implicite à l'art occidental est élargie. L'image du chemin permet d'annuler pour ainsi dire la différence du temps, du récit, de la lecture et de l'espace. On avance dans un livre de page en page comme on avance sur un chemin. L'implicite visuel contenu sous cette image permet de conclure à la similitude des descriptions faites par l'auteur avec ce que l'on verrait sur un chemin. Les mots ne constituent pas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.